La Vasalopette, 12 000 coureurs viennent chaque année ajouter 86 km à la légende du ski de grand fond. Mais il est aussi d'autres courses. Pardon, monsieur. Vous venez pour tirer des flammes pour les coupes blanches, s'il vous plaît. Oui, c'est au Saint-Denis l'initiative, la première à gauche, là. Laquelle, Au bout de la rue à gauche. D'accord, merci. La Bourboule, en Auvergne, janvier. Professeur à Lyon, Jacqueline, depuis peu mère de famille, s'est engagée dans la première course populaire de la saison, l'équipée blanche. Salut. T'as déjà fait la course? Ouais. L'an dernier. Et toi? Non, j'ai jamais fait. C'est vachement dur. Ah bon? Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des descentes, et puis si c'est gelé, enfin tu vas voir quand on passe dans les vallées du Rhône et sans boyer, enfin. Ah non? Alors ça, on va les descendre d'abord, on les descend? Non, c'est les montées qui me font peur. Et comment tu vas faire ça? Je sais pas. Ils sont plus de 500 skieurs nordiques de bon niveau à participer à ce marathon de Charlane, première épreuve d'un challenge qui les conduira dans plusieurs régions de France. Du 70 minutes. Un grand silence accompagnera nos amis sourds-muets. Pour Jacqueline, ce premier contact avec l'ambiance des épreuves de masse a quelque chose d'irréel, accentué sans doute par le brouillard. Et on est là aussi. Équipée blanche sur tous les plans, sauf sur celui de la découverte originale du massif du Sancy, avec ses villages typiques aux solides traditions de ski nordique. Chastrex, Picherande, la Tour d'Auvergne. Kilomètre après kilomètre, Jacqueline va connaître ses premières émotions, ses premières angoisses. Tiendra-t-elle les 45 kilomètres? Faudra-t-il corriger le fartage? Devant, la bagarre fait rage. Le rythme est celui d'un championnat. Déjà plus sûre d'elle, Jacqueline ne veut perdre qu'un minimum de temps. Mais l'organisme a ses raisons que la raison ne doit pas ignorer. Les skis non plus d'ailleurs. La nébulosité s'accentue sur la fin du parcours. Un vrai calvaire pour les plus fatigués. Là-bas, c'est déjà la victoire au sprint pour Gérard Verguet. C'est dur parce que j'ai tracé la piste une bonne partie. Et puis après, j'ai fini à Saint-Gall. Parce que j'ai pas pu monter Favori au départ, le Norvégien Eggen est surpris d'avoir été battu. Jacqueline, elle, n'est pas surprise de bien terminer cette première expérience. Très bien. Un petit peu de vent, enfin, c'est bien agréable. J'adore terminer. Je suis contente d'avoir terminé quand même. Voilà. Enfin, j'aimerais bien faire une marche à longueur maintenant, mais je connais personne aussi. Oh, mais on doit pouvoir vous trouver quelqu'un. Ah bon? Il faut bien le dire maintenant.
Notre amie Jacqueline avait pris part cet automne à un stage de préparation aux courses de longue distance organisé dans le Jura par la Fédération française de ski. Jean-Pierre Henriet, spécialiste en la matière, dirigeait cet entraînement. À cette même époque, faisons connaissance avec Jacques, un ingénieur de 55 ans installé à Romans, qui, tout naturellement, a choisi le Vercors pour s'entraîner en solitaire. Son programme hivernal est ambitieux. Jacques, avec conscience, alterne tous les moyens. Retrouvons-le 4 mois plus tard pour la Finlandia, en compagnie d'une cinquantaine d'autres Français. Eh bien, ça va faire pour moi, ça va être ma troisième Finlandia. Elle ne prouvera rien par rapport aux autres, mais celle-là, elle est demain, et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant. On est sur le stade d'arrivée, hein, on arrivera demain. On arrive donc sur la grande descente qui va vite. Hein. Bon, si c'est pas gelé, ça va, mais là, il va vite. On fait le tour du stade complet. C'est donc la toute première fois que je fais cette course Finlandia Ito. Et j'ai fait pratiquement toutes les grandes courses qui existent en France. Je suis encore assez novice dans le ski de fond, mais je me suis fort entraîné. C'est la première fois que je viens à la Finlandia. J'ai 62 ans, oui. J'espère terminer simplement, ça me suffira. Nous aimons beaucoup les paysages nordiques, beaucoup la Scandinavie. Ce qui me surprend le plus, c'est le niveau à ski des Finlandais. La première fois, j'ai trouvé que c'était une course affreusement difficile. Une ambition, c'est d'ailleurs de finir, mais je me bagarrerai contre moi pour essayer le mieux possible de terminer la meilleure place. Avant d'avoir la quarantaine, je tenais à venir faire les grandes courses qui me manquaient. J'avais mis, je crois, si je me souviens bien, à 9h30 la dernière fois. J'espère faire un meilleur temps cette année. On voit des personnes âgées, ils vous doublent, on ne sait pas pourquoi. S'il est un pays scandinave où tout skieur nordique rêve d'aller, c'est bien la Finlande. Son histoire héroïque est liée étroitement au sport et plus particulièrement au ski. Sur une musique de Sibelius, le ski de fond est bien le sport national. 5 millions d'habitants, 4 millions de skieurs, favorisés par de grandes étendues, 40 000 lacs gelés, des pistes régulièrement entretenues et même éclairées la nuit. La nuit qui s'enfuit lentement du stade d'arrivée de Lahti. 75 km plus loin, un départ gigantesque va être donné sur le lac de Hämeenlinna. La Finlandia Ito, plus encore que ses rivales mondiales, est un modèle de course populaire bien organisé. Épreuve créée depuis peu d'années, ce sont déjà 10 000 participants qui vont s'élancer en direction des tremplins de Lahti. Pour y parvenir, ils emprunteront un parcours aux profils alternés. Petites collines, lacs gelés, routes forestières, villages et hameaux où se trouvent les ravitaillements. Tout ce qui fait l'attrait du ski de grand fond se trouve ici réuni. Laissant par force les candidats à la victoire s'entre-dévorer, le participant moyen, d'abord perdu au milieu des 10 000, constatera bientôt que tout se passe ici de façon exemplaire. Y a-t-il une chute dans le peloton? Un bras se lève, la file s'arrête, laissant aux concurrents en difficulté le temps de se relever. C'est le significatif civisme d'un peuple tranquille. L'ami-course. Au rythme des foulées plus ou moins longues, le groupe des Français s'est égrené. En position honorable, nous retrouvons Martine, la Pyrénéenne, Catherine, la Stéphanoise. Notre héros, Jacques, dossard 9443, avec Gérard d'Annecy. Qui voit Tapanil voit Lahti, vieux dicton finnois. Utilisant la technique spéciale, mais combien efficace, du demi-pas des patineurs, les grands spécialistes, Chitonen, Kosku et leurs poursuivants, se propulsent à plus de 25 km/h en direction de l'arrivée. La présence des Russes Garanin et Yurasov annonce une belle empoignade en fin de parcours. Dans
Dans un rush extraordinaire, le Suédois Matti Kuosku, déjà vainqueur de la Vasaloppet, est parvenu à se détacher. Kuosku termine en beauté, privant son suivant, Pauli Sitonen, d'une 6e victoire consécutive. Ils seront plusieurs dizaines dans un temps surprenant, un peu plus de 4 heures pour les 75 km. Le défilé dans la forêt durera encore de longues heures. Jacques, notre Romanais, conserve un excellent moral à 10 km de la banderole, ainsi qu'Antoine de Saint-Étienne. Non, celui-ci n'est pas de chez nous. Jean-François, le Parisien converti, Henri, le Jurassien qui en a vu d'autres. Toujours sourire même quand on souffre. Aucun Français n'abandonnera, terminant entre la 70e et la 9500e place. Dernière montée, soutenue par la joie d'être sûr de terminer. La récompense est au bout du chemin. Chacun apprécie à sa façon. Jaloux, Jacques? Yves, l'instituteur, fait ses comptes. Martine, mention bien. François, un Savoyard fier de lui. Tandis que la gloire caresse un seul concurrent, 9000 autres n'ont qu'une envie, revenir l'an prochain. Écartée de cette Finlandia par des obligations familiales, son bébé a des exigences, Jacqueline suit un nouveau stage avant de se lancer dans d'autres aventures. Au milieu de fondeurs venus de tous les coins de France, notre héroïne a des projets plein la tête. Ce sera la Marcialonga, et d'abord une nuit d'autocar pour rejoindre les Dolomites. La veille, dans les Vosges, la petite ville de La Bresse est devenue capitale mondiale du ski de fond l'espace d'une journée. Les plus grands, Mikkelsplass, Zavialov, Aunli, se disputent une épreuve de Coupe du Monde. Jean-Paul Pierrat, ici chez lui, a pris le bon lièvre, le Norvégien Aunli qui vaincra. Jean-Paul, 5e juste derrière les Soviétiques, prendra aussitôt l'avion pour jouer sur l'autre tableau, celui des compétitions de longue distance. Une courte nuit. Pour Pierrat, un nouveau dossard, une responsabilité de leader et la Marcialonga dans la tête. À ses côtés, l'inévitable Schiitonen et le redoutable Lumbach, champion olympique à Sapporo, médaillé à Lake Placid, qui règne cette année sur les épreuves de la World Local. Jean-Paul Pierrat est bien décidé à se battre pour la première place, comme il y a 4 ans. Un duel à 3, dont les 6000 participants seront, sinon les témoins directs, du moins les figurants actifs de l'ensemble du spectacle. Les inévitables bouchons et le système D. En Italie plus qu'ailleurs, le délestage est un sport très prisé.
Tout cela ne va pas sans quelques sautes d'humeur. Jacqueline, la voici. À droite tacticienne, elle a choisi son allure, calculé son plan de marche pour les 70 km. Campitello, Canazei, Moena, autant de villages, autant de contrôles surprises, d'assistance spontanée. La longue marche n'a pas son égal pour l'ambiance. On se croirait parfois au Tour de France ou au Giro d'Italie. 18 km pour monter à Canazei, 1400 mètres, et une longue descente de 42 km jusqu'à l'altitude 800. Sono tutti qui, 113, 166, 44 Pierà, 92. Avant Predazzo, vers le kilomètre 40, ils sont 17 à s'observer. Et Pierra, fort bien assisté, ne quitte pas les Scandinaves d'une spatule. Les changements d'altitude obligent à des corrections de partage. La tradition cycliste est ici parfaitement respectée. Encore quelques traversées de village. Et la ligne d'arrivée de Cavalaise. Elle connaît un étrange spectacle. Où est donc le vainqueur? Mais non, ce sont les ouvreurs que l'on applaudit. Celui-là, là, le dernier, tout seul, qui lève le bras. Eh bien, c'est Lundbach, et c'est 13 secondes d'avance sur Jean-Paul Pierra. Titubant, mais qui a laissé à près d'une minute le grand soviétique Garanin. De midi à 8 heures du soir, les autres coureurs arriveront sans interruption, tous le sourire aux lèvres. Jacqueline, qui a gravi sans problème les pentes finales du Castello, termine satisfaite et à peine fatiguée sa deuxième grande course de la saison, qui en comptera encore 5 ou 6 autres. Les grands du jour triomphent sur les podiums. Les anonymes songent déjà au futur de cet hiver passionnant. Un massif du Jura très enneigé réserve son meilleur accueil à l'épreuve reine française, la progressime transjurassienne. Tout est fin prêt sur le stade de départ. La Comte du Lac, à proximité de l'Amoura. La nuit sera claire et froide. Au petit matin, une rencontre réchauffera les enthousiasmes. Vous avez des problèmes? C'est la première fois que vous faites la progressive? Ah oui. Ben, si vous voulez, on pourrait peut-être la faire ensemble. C'est bien, oui. Eh ben, c'est d'accord. On mettra moins de 7 heures, c'est sûr. Jacqueline et Jacques vont effectuer ensemble les 77 km séparant l'Amoura de Mout, traversant ainsi un Jura qui n'avait rien ce jour-là à envier aux grands espaces scandinaves. Ni par la température, quelques 25 degrés sous zéro, ni par la neige poudreuse, ni même par l'excellence des traces mises à profit par les plus grands. De l'avis unanime des spécialistes, cette deuxième édition de la transjurassienne sera l'une des plus réussies des longues distances classiques de l'hiver 1981.
Derrière, ceux dont les noms sont devenus familiers, Lundbäck, Pierra, Schitonen, Limby, le vainqueur suédois de la première édition, près de 2500 fondeurs de loisirs font connaissance avec le Risu, principale difficulté d'un tracé par ailleurs très nordique. Rapidement, les choses se décantent. Lundbäck a creusé l'écart, et seul l'étonnant Paul Fargex lui résiste encore, tandis que Pierra fait le forcing pour rejoindre les deux échappés. D'autres Français sont aussi bien décidés à mettre toute leur force en jeu. C'est le cas de Loubet et de Verguet dans cette forêt du Risu. Certains, parmi les meilleurs, laissent de côté le ravitaillement en échange de précieuses secondes. Au top niveau, chaque détail technique prend toute son importance. La négociation, sans freiner, d'un virage en descente permet de faire la différence. Ici, Lundbäck et Fargex. Là, Jean-Paul Pierra. Les ravitaillements sont des havres qui permettent de remonter le moral aussi bien que le physique. Mais c'est aussi là où la fatigue pèse le plus. L'envie de marcher. Marcher au lieu de skier, de glisser, de pousser encore des jambes et des bras qui deviennent de plus en plus lourds. La tactique entre en jeu. Choisir la bonne allure, bien s'alimenter, boire souvent, prévoir sa propre assistance, juger du meilleur endroit pour corriger son partage sans perdre trop de temps, sans se laisser impressionner en voyant les autres avancer sans peine. La descente. Accueillie d'abord comme une sorte de libération, elle risque de poser quelques problèmes. Jacqueline et Jacques s'en sortent sans trop d'encombre. Le Risu est derrière. Les plateaux du Jura s'ouvrent dans leur magnificence poudreuse. Les coureurs qui prétendent aux 20 premières places accélèrent le rythme avant le rush final. La lutte pour la suprématie bat son feu. Au prix d'un énorme effort, Pierra est revenu sur les échappées. Il va bientôt passer son coéquipier Fargex, auteur d'un remarquable début de course. Pierra tentera en vain de rattraper Lundbäck, décidément en super forme, en dépit d'un partage devenu moins efficace. Dans la foulée de Jacques, Jacqueline, à sa modeste place, ne sera pas à l'abri d'un passage à vide. À 5 km de l'arrivée, Pierra poursuit son rêve, inaccessible. À l'arrivée, la fête a commencé. Encore Lundbäck, encore Pierra. La présence réconfortante de Jacques a permis de retrouver la glisse et le sourire. Le tandem est déjà solidement constitué.
Plus de 2000 autres skieurs verront ainsi leurs efforts récompensés, tellement intenses que les larmes de joie et de fatigue ne sont pas loin du sourire affiché au bout de la piste. Pourtant, les ultimes foulées sont bien dures pour les pauvres gens. Que d'histoires à raconter à la veillée. Le froid combattu, les chutes évitées, le fartage corrigé, l'aisance, le rêve, la souffrance, le cauchemar. Tout sera prétexte à évoquer cette bataille contre soi-même, génératrice d'une expérience qu'on ne peut finalement pas transmettre, celle du skieur de grand fond. Jacques, Jacqueline font bien partie de cette sélection dont le principal critère reste la volonté. Définitivement constituée, l'équipe est prête pour l'ultime épreuve de la saison. La traversée du Vercors. Doyenne des courses populaires françaises, la plus difficile par son profil, qu'une neige gelée va rendre plus rapide que jamais. Oui, il risque de neiger. Hein. Ouais. Peut-être que... Alors là, s'il neige, hein, on va... Avec tout ce qu'on a dessous, hein. C'est pas certain. Pourquoi? Ah, il vaut mieux c'est pas jeter, hein. Le Vercors, unique en son genre, se disputant par équipe de 2, impeccablement organisé, n'en conserve pas moins un parfum de grande aventure dans un environnement sauvage totalement intact. Sur 50 km, toutes les difficultés sont réunies, à commencer par le dévers du pas des éconduits. D'emblée, ce passage opère une sévère sélection. Amis ont tiré leur épingle du jeu de massacre. Ils continuent avec un moral au beau fixe, malgré le temps couvert. Comment ne pas associer la traversée des éconduits à celle de la Bérésina? De longues portions plates autorisent une allure moins heurtée, des gestes plus coulés, permettant d'atteindre la grande cabane, la chaux, Garbounouz, Herbouilly, autant de repères qui, avec les clairières succédantes à la forêt, vont emmener la longue cohorte en direction du Villard-de-Lans, avant de plonger sur Corançon en Vercors. Parfaitement soudé, le tandem Jacqueline-Jacques accomplit un parcours sans faute. Le Vercors, une solitude, à 2, comblée par l'engagement physique total, assorti d'une grande détermination. Rester ensemble, tenir le même rythme, belle leçon pouvant s'appliquer à la vie même. Plus que le résultat, l'entente des équipiers restera souvent un souvenir inoubliable. Vainqueur de cette 12e traversée, Burlet, Rimbaud. Allez, les petits. À l'image des vainqueurs, originaires du Vercors, qui voient ainsi récompenser des années de préparation. À l'image de nos héros, et de tous ceux qui sortent des pistes battues. Chacun ici a eu besoin de l'autre.
Ah, Bien comme ça, hein. Tiens, ça aussi. c'est mouillé. Ça fait rien, c'est tout beau. Jacques, Jacqueline, dont nous vous avons conté l'histoire, pourquoi pas vous, demain? Vous l'avez perdu depuis combien de temps? On était ensemble dans la descente de Malaterre, là. Au début, je me suis fait chier. Hein? Je l'ai pas voulu. On n'est pas allé bien vite. Non, on n'est pas allé bien vite. On a du mal à se voir, puis après, bon, après le premier ravitaillement, on s'est groupé, puis on reste groupé. Hein. C'est ce qu'il y a de mieux. Il y a des acrobates hein, qui descendent bien. Hein. Il y a une femme qui descendait bien. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, elle descendait vraiment bien. Nous, ben, on descendait un petit peu moins bien. Quoi. Allez, copains, allez, Jacques. Quand même pas trop, hein. Eh ben, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est acrobatique. La première partie était acrobatique. Hein. La seconde est merveilleuse, c'est évident. Oui, chacun, vous, tous, en vue de lendemain qui glisse et qui danse, sur les traces d'autres marathons aux côtés de nos héros comblés. Maintenant. Eh ben, il y a Pierre qui doit penser à toi, c'est sûr. Paul, pardon, Paul.